Christophe Colomb. Ce nom, on l'a tous vu dans les manuels d'histoire. On nous l'a présenté comme un héros, un explorateur courageux, l'homme qui découvrit l'Amérique. Sauf que, tout ça, c'est un mythe. Aujourd'hui, on va parler de qui il était vraiment, de ce qu'il a fait, et surtout de ce que les livres d'école oublient volontairement de raconter. Accrochez-vous, parce que ce voyage va vous faire voir l'année 1492, autrement. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sûrement déjà compris, aujourd'hui nous allons parler de Christophe Colomb. Et pour ce faire, nous allons devoir remonter depuis le tout début, sa naissance. La vie du jeune Christophe Colomb reste en partie entourée de mystères, car les documents de l'époque sont rares et parfois contradictoires. Mais voici ce que l'on sait, ou ce que les historiens ont pu reconstruire sur sa jeunesse avant qu'il ne devienne l'explorateur que l'histoire a retenu. Christophe Colomb naît vers 1451 à Gênes, une république maritime située dans l'actuelle Italie. Son vrai nom en italien est probablement Cristoforo Colombo. Il vient d'un milieu modeste mais rêve déjà de grands voyages. Son père, Domenico Colombo, est tisserand de profession, mais aussi parfois tenancier de taverne, selon les sources. Sa mère, Susanna Fontana Rossa, est femme au foyer. Colomb aurait eu au moins 4 frères et une sœur. Contrairement à l'image romantique du savant, Christophe Colomb n'a pas reçu une éducation universitaire classique. Il apprend à lire, écrire et compter, mais il n'est pas un érudit. Il écrira plus tard en espagnol, souvent avec des fautes, ce qui laisse penser qu'il a appris cette langue tardivement et qu'il n'était pas parfaitement alphabétisé dans sa jeunesse. Cependant, il montre un esprit curieux et observateur, ce qui compensera ses lacunes scolaires. Dès l'adolescence, Colomb se tourne vers la mer. Vers 14 ans, il devient apprenti marin sur des navires génois. À l'époque, Gênes est un carrefour du commerce maritime méditerranéen. Il apprend à naviguer, à lire les étoiles, à manier les voiles et à survivre aux tempêtes. Au fil des ans, il participe à des expéditions commerciales et militaires dans la Méditerranée, l'Atlantique et même jusqu'aux côtes d'Afrique. Vers 1476, alors qu'il navigue sur un convoi commercial vers l'Angleterre, son navire est attaqué par des corsaires au large du Portugal. Colomb échappe à la mort en nageant jusqu'à la côte portugaise. C'est là qu'il décide de s'installer à Lisbonne, un haut lieu de la navigation. Au Portugal, il fréquente les cartographes, les navigateurs et les savants. Il épouse Philippa Moniz, une noble portugaise, et aura un fils, Diego. C'est là que son rêve d'atteindre les Indes par l'ouest commence à se former. Le jeune Christophe Colomb est fasciné par les cartes, les récits de Marco Polo, les mystères de la mer, mais aussi obsédé par la gloire, la richesse et la reconnaissance. Il croit dur comme fer qu'en traversant l'océan Atlantique, il peut atteindre l'Asie plus rapidement que les routes traditionnelles. Il commence alors à chercher des mécènes pour financer son projet. D'abord refusé par le roi du Portugal, il se tourne ensuite vers la cour d'Espagne. À l'époque, les puissances européennes cherchent une nouvelle route vers les Indes pour le commerce des épices, sans passer par les terres contrôlées par les Ottomans. Colomb propose une idée radicale. Atteindre l'Asie en passant par l'ouest, en traversant l'océan Atlantique. Ce qu'il ignore, c'est qu'il y a un autre continent au milieu. Après plusieurs refus, il convainc finalement les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, de financer son expédition. Le 12 octobre 1492, Colomb accoste sur une île des Bahamas, pensant être arrivé aux Indes. Il rencontre alors les Taïnos, un peuple pacifique, généreux et profondément connecté à la nature. Alors, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo,
Colomb n'a pas vraiment découvert l'Amérique. Des millions de personnes y vivaient déjà, organisées en civilisations complexes comme les Taïnos, les Arawaks, les Mayas et bien d'autres. Et puis, il faut le dire, d'autres explorateurs nordiques, comme Leif Erikson, avaient déjà atteint le continent bien avant lui. Mais, en fait, Colomb a été le point de départ de la colonisation européenne de masse. Colomb ne vient pas en paix. Très vite, il écrit dans son journal que les Taïnos sont dociles et qu'il ferait de bons serviteurs. Son objectif est clair. Trouver de l'or et soumettre la population locale. Il repart en Espagne avec quelques cadeaux, des objets, des plantes exotiques et surtout des êtres humains taïnos capturés comme esclaves. À son retour, il est accueilli comme un héros. Il repartira 3 fois encore vers le Nouveau Monde. Mais ce que l'on raconte peu, c'est ce qu'il y a laissé derrière lui. Voici la partie qu'on n'apprend presque jamais à l'école. En 1493, Colomb revient avec 17 navires et des centaines d'hommes. Il impose un système brutal. Les Taïnos doivent fournir une quantité d'or fixe tous les 3 mois. Ceux qui n'en trouvent pas sont punis, mutilés ou tués. Des milliers sont réduits en esclavage, déplacés vers l'Espagne ou contraints de travailler dans les mines et les champs. Les femmes et les jeunes filles sont violées et vendues comme esclaves sexuels. Certains témoignages, comme ceux du moine espagnol Bartolomé de las Casas, décrivent des atrocités. Des enfants étaient arrachés aux bras de leur mère et jetés dans des rivières ou fendus en deux. En moins d'un siècle, la population indigène de l'île, Haïti et République dominicaine actuelle passe de plusieurs centaines de milliers à quelques dizaines de milliers. Certains historiens parlent même d'un génocide. Colomb n'était pas un bon gestionnaire. Même les colons espagnols se plaignent de son autoritarisme. Il impose un régime tyrannique, exécute sans procès et finit par être arrêté et renvoyé en Espagne enchaîné. Bien qu'il soit réhabilité par la suite, il ne retrouvera plus jamais le pouvoir qu'il avait. Il meurt en 1506 sans savoir qu'il avait découvert un nouveau continent, persuadé d'avoir atteint l'Asie. En 1492, lors de son premier voyage, Colomb accoste sur une île des Bahamas, qu'il nomme San Salvador, puis explore Cuba, qu'il croit être la Chine, Hispaniola, actuelle Haïti, République dominicaine, et d'autres îles des Petites Antilles dans les voyages suivants. Lors de son troisième voyage, 1498, il atteint les côtes du Venezuela, ce qui constitue sa première rencontre avec le continent sud-américain. Mais attention, Colomb croit encore être en Asie et ne comprend pas qu'il s'agit d'un nouveau continent. Lors du quatrième voyage entre 1502 et 1504, il longe les côtes de Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama. Alors non, Colomb n'a pas découvert l'Amérique, et encore moins le continent nord-américain. Il a initié la conquête et ouvert les routes vers l'exploitation coloniale. Mais si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, ce qu'il a réellement découvert, c'est surtout le début de la fin pour les civilisations autochtones des Caraïbes. L'histoire n'est jamais aussi simple qu'un slogan dans un manuel scolaire. Et Christophe Colomb, derrière la légende du découvreur, n'était qu'un homme perdu entre deux mondes, l'ancien, qu'il représentait, et le nouveau, qu'il ne comprendra jamais vraiment. Mais il y a un autre aspect dont on parle peu quand on évoque Christophe Colomb, un aspect qui a pourtant guidé ses pas autant que la soif d'or ou de gloire, la religion. Car oui, derrière l'explorateur, il y avait un homme obsédé par Dieu, par les prophéties et par la mission de convertir le monde. Christophe Colomb se voyait comme un élu, un instrument entre les mains de Dieu. Il écrivait que c'est le Seigneur lui-même qui lui avait soufflé l'idée de traverser l'Atlantique. Et dans ses lettres au roi catholique, il ne parlait pas que de route commerciale, il parlait d'évangélisation, de croisade, de salut des âmes.
À l'époque, les rois d'Espagne venaient de reprendre Grenade aux musulmans, achevant ainsi la Reconquista. Ils rêvaient désormais d'exporter la foi chrétienne au-delà de l'Europe. Le financement du voyage de Colomb s'inscrivait dans cette logique. Découvrir de nouvelles terres, oui, mais surtout y implanter la croix. Et c'est ce qu'il fera dès ses premiers pas sur les îles du Nouveau Monde. Les Taïnos qu'il rencontre sont décrits comme dociles, sans religion, ouverts à la conversion. Mais derrière ces mots, il y a surtout un système de domination religieuse qui s'installe très vite. Les missionnaires arrivent avec les colons, les temples sont détruits, les traditions locales sont qualifiées de païennes, et ceux qui résistent sont réduits au silence. Colomb va même plus loin. Dans ses écrits, il dit vouloir trouver assez d'or pour que les rois catholiques puissent financer une nouvelle croisade à Jérusalem. Pour lui, tout est lié. La mer, la croix, l'or, la guerre sainte. Il voit son expédition comme une mission divine, une étape dans le grand plan de Dieu. Et c'est là que l'histoire devient troublante, parce que derrière les boussoles et les voiles, derrière les cartes et les rêves de gloire, il y avait aussi la foi comme outil d'asservissement, la religion comme prétexte à la conquête. Et cette foi, imposée par le fer, la peur et la mort, a brisé des mondes. Il y a des statues, des écoles, des rues, même un jour férié au nom de Christophe Colomb aux États-Unis. Mais pourquoi, au juste? À la fin du 19e siècle, les États-Unis accueillent des vagues d'immigration. Parmi elles, les Italiens, pauvres, catholiques, souvent discriminés. Ils ont besoin d'un héros, d'un symbole qui dirait « Nous aussi, on fait partie de l'histoire américaine ». Et qui mieux que Christophe Colomb, navigateur génois, pour incarner cette fierté? Colomb devient alors l'icône des Italo-Américains, un contrepoids aux figures britanniques comme les pères fondateurs. En 1892, pour les 400 ans de sa découverte, les États-Unis organisent de grandes célébrations. En 1937, le président Franklin D. Roosevelt déclare officiellement le Columbus Day comme jour férié fédéral. Mais célèbre-t-on l'homme ou le mythe? Le problème, c'est que comme on vient de le voir, le vrai Colomb n'a rien du gentil découvreur avec sa boussole magique. Il n'a pas découvert un continent inhabité. Il a envahi des terres où vivaient déjà des millions d'êtres humains. Et ses actions envers les peuples Taïnos et Arawaks relèvent clairement du crime contre l'humanité. Travail forcé, mutilation, viol, pendaison, mise en esclavage d'enfants. Christophe Colomb n'a pas seulement découvert un monde, il a déclenché un cauchemar pour ceux qui y vivaient déjà. Depuis les années 90, de nombreuses voix s'élèvent contre la célébration de Colomb. Plusieurs États américains, comme Hawaï, l'Alaska, le Maine ou le Nouveau-Mexique, ne reconnaissent plus le Columbus Day. À la place, ils célèbrent le Indigenous Peoples Day, la journée des peuples autochtones. Cette journée sert à rendre hommage aux cultures, traditions et langues indigènes, reconnaître les massacres subis depuis l'arrivée des colons et remettre en question la glorification de figures historiques violentes. Que nous disent ces controverses? Célébrer Christophe Colomb, c'est un peu comme ériger une statue à celui qui a allumé l'incendie, sans parler des milliers de vies qu'il a brûlées en chemin. Le Columbus Day n'est pas seulement une fête, c'est un combat symbolique entre mémoire coloniale et justice historique. Aujourd'hui, de plus en plus d'Américains demandent « Pourquoi continue-t-on à célébrer quelqu'un qui a détruit tant de vies? Et si on honorait plutôt ceux qui ont résisté, transmis, survécu ?» Alors, Christophe Colomb, héros ou bourreau? Un marin doué, certes. Un homme déterminé, oui. Mais aussi un exploitant, un esclavagiste, un initiateur du colonialisme européen brutal en Amérique. La glorification de Colomb dans les manuels scolaires vient d'une époque où l'histoire était écrite par ceux qui colonisaient, pas par ceux qui subissaient. Aujourd'hui, des pays et des villes remettent en question la journée de Christophe Colomb et la remplacent par la journée des peuples autochtones pour honorer ceux dont la voix a été réduite au silence.
On ne réécrit pas l'histoire, on la regarde enfin en face. Et quand on regarde Colomb en face, on ne peut plus se contenter de l'image du grand navigateur. Il faut aussi voir l'homme violent, avide et complice d'un système d'exploitation qui a détruit des civilisations entières. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux voir plus de vidéos qui déconstruisent les mythes historiques, abonne-toi, laisse un commentaire et partage-la avec ta famille et tes amis pour que la vraie histoire circule enfin.